santé au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Au sommaire, le baccalauréat, première partie qui a démarré ce lundi au Togo avec les premières épreuves. C'est le début du stress pour les 115 427 élèves scolarisés en première dans les lycées généraux et technologiques. Également, dans ce journal, l'examen de la politique d'investissement du Togo, lancé ce jour à Lomé. L'idée est de mettre en place une approche ciblée pour attirer davantage les investissements directs étrangers. En savoir plus dans un instant. Et puis, clap de fin pour le Festival de cinéma de Lomé, la 9e édition, qui a connu son apothéose ce samedi, célébré autour du thème la contribution du cinéma vert pour un développement durable. Voilà pour les titres. Mais avant ce communiqué, le gouvernement décide de la réouverture de toutes les frontières terrestres aux voyageurs. Tenant compte du ralentissement constaté de la propagation de la maladie à la COVID-19, les mesures suivantes sont prises. 1. Les frontières terrestres sont rouvertes sur l'ensemble du territoire national à compter du mardi 17 mai à 0 heure. 2. La circulation est donc libre pour les voyageurs sous réserve de la présentation d'une preuve de vaccination. Le gouvernement invite l'ensemble de la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne vaccinale en cours. Fait à Lomé le 16 mai 2022, Payadoa Boupessi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Général Damham Yark, ministre de la Sécurité et de la protection civile. Top départ du bac 1 sur toute l'étendue du territoire togolais. C'est le début du stress et des épreuves pour les 75 427 candidats au baccalauréat première partie, toutes séries confondues. Le ministre Eke Odin a fait un tour ce matin de certains centres décrits à Lomé pour constater le démarrage effectif de l'examen du bac 1. Clarisse Atticlé. À l'aide d'un braille, Virginie, élève en première A4, planche sur l'épreuve de français au baccalauréat première partie. Elle est malvoyante, mais bien sereine pour réussir son examen. Je n'ai pas peur, parce que nous aussi, nous sommes comme les autres. C'est pas à cause de l'handicap qu'on va échouer. J'ai fait des révisions des exercices pour mieux faire l'examen et réussir à la fin. Edel France est en série D. À 16 ans, il veut décrocher le probatoire avec brio pour rendre fiers ses parents. Il suffit de bien apprendre les cours et ça va aller. Les épreuves aussi ne seront peut-être pas difficiles. On va le faire. On fait la promesse de réussir au mieux pour que l'argent qu'ils ont investi en nous durant toute cette année ne soit pas vain. 75 427 candidats, toutes séries confondues, sont inscrits pour le baccalauréat première partie 2022. On en dénombre au total 34 113 filles, un chiffre non négligeable. Aminata, première D, veut aussi tout faire pour tirer son épingle du jeu. Personnellement, j'avais un peu peur, mais les profs nous ont rassurés avec le ministre et tout. Je pense qu'on va réussir, j'ai confiance. L'examen du baccalauréat première partie pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 a bel et bien démarré. Une délégation du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a pu faire le constat dans 5 centres décrits à Lomé. Le premier message, c'est un message de remerciement et de félicitations aux acteurs de l'éducation qui ont pu faire de cette année une réussite et qui ont formé ces élèves-là et qui les ont organisés, les ont inscrits et actuellement les ont conduits
à l'examen qui a bien démarré. Pour les élèves, c'est un message de soutien, un message de félicitations, un message de souhait, de bonne réussite de la part du chef de l'État, du gouvernement tout entier à ces candidats-là pour qu'ils réussissent brillamment et puissent aller rapidement au bac 2 l'année prochaine. Ces candidats ont donc 5 jours pour démontrer ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Le bac 1 les prépare pour affronter le baccalauréat deuxième partie l'année prochaine s'ils sont promus. Les élèves des classes de première au Togo ont donc ouvert ce lundi le bal des examens de fin d'année scolaire, le probatoire dans les autres régions du pays, avec nos correspondants sur place, Nestor Mouzou et Gérard Laboudou. Après les évaluations continues et semestrielles, voici venu le temps de l'évaluation finale de l'année scolaire 2021-2022 pour les élèves de la classe de première. Ils composent pour l'obtention de la première partie du baccalauréat, Bac 1. La première épreuve, comme d'habitude, c'est le français, avec 3 sujets au choix. Tout comme dans les autres régions, dans la Kara, au démarrage, les autorités locales ont effectué une tournée pour se rendre compte du déroulement de l'examen. Cette année, dans la Kara, au niveau de l'enseignement général, 7 847 candidats sont inscrits pour cet examen. Nous rendons grâce à Dieu, tout se passe très bien, les conditions sont réunies. Au niveau des garçons, on a une régression, mais plutôt au niveau des filles, c'est une augmentation. Pour la mise en œuvre de cet examen, nous avons ouvert 21 centres d'écrit et mobilisé 547 surveillants. Concernant l'enseignement technique, les candidats qui sont sur les listes sont au nombre de 704. Ils sont répartis dans 3 centres, 2 à Kara et 1 à Kanté. Selon la coordination à ce niveau, l'examen se passe bien aussi. Tout a commencé normalement, il n'y a pas de difficulté majeure. L'administration a fait tout pour mettre en œuvre les moyens adéquats pour que l'examen puisse démarrer et se dérouler dans de bonnes conditions. Les enseignants ont fait des efforts pour encadrer les apprenants et les conduire vraiment au terme des programmes. L'examen finit le vendredi, aussi bien au niveau de l'enseignement général qu'au niveau de l'enseignement technique. Les candidats devront patienter quelques jours pour connaître leur sort. Les épreuves écrites du baccalauréat première partie ont effectivement démarré dans la région des Savanes. Après l'étape de vérification d'identité, place à la première épreuve à affronter. Dans cette salle, une seule candidate, Ratia Goura, une non-voyante. Actuellement, nous sommes en train de faire le français et j'ai opté pour le sujet 3, la dissertation. C'est quoi le sujet? Le sujet parle de l'écrivain français Francis Ponge qui dit que le pouvoir de l'homme moderne est celui de son désespoir. 4 heures de temps accordées à chaque candidat pour rendre sa copie. Et pour s'assurer du bon déroulement des travaux, le directeur régional de l'éducation, le préfet de Tone, le maire de la commune de Tone 1 et bien d'autres acteurs de l'éducation ont parcouru quelques centres d'écrit. Lycée de Nassablé, lycée de Kombolwaga, CEG et lycée de Dapanville, puis le centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle. Les programmes étaient épuisés. Ils ont eu un temps de révision et je pense que c'est le moment de mieux faire une très bonne production pour la réussite massive. C'est d'abord de bien se concentrer, de lire et relire chaque épreuve avant de commencer la rédaction et toujours de compter sur soi, de faire un travail personnel. C'est l'occasion pour nous de remercier la plus haute autorité de notre pays, son Excellence M. Forrestas Gnassingbé, pour la bonne organisation de ces examens à travers le ministère des enseignements primaires, secondaires, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Tout a bien commencé, nous osons croire que les choses vont se poursuivre et se terminer bien. Cette année, la région des Savanes compte 57 000 candidats, dont 1978 filles en enseignement général, puis dans l'enseignement technique, on note 230 candidats, dont 117 filles. Tout a bien démarré dans les 17 centres d'écrit retenus pour le bac 1, session mai 2022, dans la région des Savanes. Nous vous proposons à présent le démarrage du baccalauréat première partie à Atapamé et Sokodé avec Silver Aboudou et Désiré Aloy. Des candidats en groupe d'affinité pour les derniers réglages
quelques minutes avant l'ouverture des salles d'écrit. Il sonnait encore 6h30 dans ce centre. Certains jettent les derniers coups d'œil, d'autres se prodiguent d'utiles conseils avant l'entame de la première épreuve. On se souhaite des bonnes chances, de ne pas avoir peur, d'avoir le courage parce qu'on a déjà tout fait à l'école. Place à l'appel des candidats pour vérifier leur identité et permettre à chacun de se débarrasser de ces objets. Ce démarrage a connu la présence des autorités locales qui se sont déplacées pour s'enquérir des dispositions pratiques et s'assurer du bon déroulement des épreuves. Nous sommes dans la région Plateau-Est. 7286 candidats composent pour le compte de l'enseignement général et 1034 candidats composent pour le compte de l'enseignement technique. Nous ne pouvons que saluer la détermination du gouvernement pour l'effort fait. Et nous souhaitons vivement que les autres examens se passent dans la même sérénité. Plusieurs centres ici à Tapamé ont été sillonnés par les autorités. Le lycée d'enseignement technique et de la formation professionnelle, le lycée d'Atapamé, le lycée de Dacha, le lycée d'Agbounou et l'Institut technique Sacré-Cœur de Jésus. Ils tapent à la porte du bac 1 et la seule condition pour accéder, les épreuves bien rendues. L'épreuve de français pour démarrer. Parmi les 5401 candidats, 2217 sont des filles au niveau de l'enseignement général. L'on note par contre le nombre plus élevé des filles que les garçons au niveau de l'enseignement technique. 348 contre 346. Des réformes qui ont commencé depuis un certain temps, où nous nous sommes lancés dans la sensibilisation des jeunes filles afin qu'elles puissent accéder à nos formations, surtout de type industriel. Et dans les écoles, il y a ce comité-là qui fonctionne dans le cadre du genre. Les autorités de Tchaoudjo, en tête le préfet, ont fait le tour de quelques centres pour constater l'effectivité de l'examen et encourager les candidats. Dans notre région, il y a une légère augmentation de 101 candidats due à la sensibilisation, surtout des filles, par les autorités compétentes de ce pays, les ONG et le corps d'encadrement. Au niveau des enseignants, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et que le quota recherché pour l'atteinte au niveau des programmes s'est atteint. Raison pour laquelle cet examen a bien démarré. Sur les bancs de l'examen, des candidats libres à la recherche de ce précieux sésame, bac 1. Et pour la première fois, la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest organise le baccalauréat première partie. Au premier jour des épreuves, les autorités locales ont effectué une tournée dans les différents centres d'écrit. 4026 candidats sont inscrits. Ramdan Bassina. C'est au moment du contrôle des candidats au bac 1 au centre d'écrit de Kodji que cet élève remarque qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Vite, le chef centre déclenche les procédures pour lui faciliter l'accès. Le matin, c'était pour sa carte. C'est la première chose. Vous avez dit, censeur, viens régler ce problème. Ne sois pas stressé à cause de ça. Hein. Au four et au moulin, il coordonne les professeurs. J'ai demandé à ce que le suite d'aller s'asseoir à moi qui serait parti. La délégation de la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest vient constater l'effectivité de l'examen. En chiffres, nous avons au total 4026 candidats qui se présentent sur l'ensemble de notre région. Et ils sont répartis dans 120 salles de classe avec 278 surveillants pour encadrer tout le déroulement. Et notre prière, c'est que tout se passe toujours ainsi jusqu'à la fin de l'examen. C'est la première fois que la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest organise un examen officiel à ce niveau. Une réussite selon les organisateurs. Le constat, c'est que tout se déroule normalement. Les chefs centres nous ont rassurés, les élèves que nous avons visités dans les salles nous ont aussi rassurés. Et nous avons d'ailleurs promis de bons résultats. À ce baccalauréat première partie, les candidats sont confiants de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Ce matin, moi j'ai choisi la dissertation comme devoir. Moi aussi j'ai fait ça à ma manière. Le début était vraiment compliqué, mais avec le temps, ça s'est bien passé. Et je crois que la fin aussi sera bonne. 12 centres d'écrit sont retenus pour cet examen dans la région des Plateaux-Ouest.
Chaque année, le secteur éducatif togolais connaît de plus en plus de dynamisme, du préscolaire à l'enseignement supérieur, en passant par le primaire et la formation professionnelle. Les investissements se succèdent. Infrastructures mises à disposition, personnel enseignant recruté, l'État réaffirme son engagement pour répondre aux besoins du marché. Ulrich Amega nous fait le point. 85 milliards de francs CFA attribués à l'éducation préscolaire et primaire, 44 milliards dans l'enseignement secondaire général, 9 milliards pour l'enseignement technique, en tout 150 milliards de francs CFA mis à la disposition d'une éducation de qualité au Togo. Entre construction d'infrastructures scolaires, disponibilité de matériel didactique et recrutement d'enseignants, le gouvernement togolais fait du secteur une priorité. Sur les 30 000 salles de classe prévues d'ici 2025, 346 salles et 733 cabines de latrines ont été réhabilitées. 359 autres salles sont construites grâce au projet d'appui aux populations vulnérables PAPV. Le projet d'appui à la réforme des collèges est aussi rentré dans sa phase 2 avec le lancement, il y a un peu plus d'un mois, des travaux de construction de 384 salles de classe. Outre la construction, les équipements, 25 000 tables-bancs ont été offerts aux établissements, de même que des lots de matériel didactique. La qualité de l'enseignement, l'autre objectif assigné au projet éducation et renforcement institutionnel, PERI. Il a permis de former entre 2015 et 2019 15 000 enseignants. En septembre 2021, 2400 volontaires ont été intégrés dans la fonction publique, faisant passer le nombre des enseignants à plus de 41 000. L'enseignement supérieur et la formation professionnelle ne sont pas en reste. De 95 en 2016, le nombre d'enseignants à l'université de Kara est passé à 238 en 2020. Elle a aussi bénéficié de 3 nouvelles infrastructures en 2020 pour un coût total de 900 millions de francs CFA. L'université de Lomé, quant à elle, a été dotée d'un nouvel amphithéâtre de 1500 places. À tout ceci s'ajoute la création des IFAD et la mise en place du centre de formation aux métiers de l'industrie, CFMI. Un centre qui a déjà formé plus de 500 personnes pour un taux d'insertion de 80%. L'autre titre de ce journal, l'examen de la politique d'investissement du Togo lancé officiellement ce lundi. Objectif, mettre en place une approche ciblée pour attirer davantage les investissements directs étrangers. Un rapport sera produit par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement avec à la clé des recommandations concrètes afin de créer un environnement d'affaires favorable. Clarisse Aticlé. Le Togo est plus que jamais déterminé à attirer plus d'investissements directs étrangers. En témoigne cette première mission exploratoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CONUCED qui va procéder à l'examen de la politique d'investissement du Togo. Une analyse approfondie des cadres politiques, juridiques et institutionnels des investissements étrangers et nationaux sera faite. Je suis là pour une dizaine de jours pour cette première mission et je vais rencontrer différentes entités de différents ministères et d'autorités publiques. Je vais également rencontrer des entreprises du secteur privé ainsi que des partenaires au développement afin d'évoquer avec eux la réalité du climat des affaires au Togo et de discuter non seulement des réformes qui ont été faites mais également des réformes prochaines qui sont envisagées pour améliorer le climat des investissements dans le pays. Le lancement de l'examen de la politique d'investissement du Togo par le ministère de la Promotion de l'investissement est la démonstration de la volonté du pays d'améliorer de plus en plus le climat des affaires, une manière pour mettre en confiance les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Le pays permettra d'identifier des leviers pour accroître l'attractivité de la destination Togo, de renforcer nos facilités commerciales, d'explorer de nouveaux mécanismes de développement harmonieux et de création d'emplois sur toute l'étendue du territoire. L'attractivité du pays est aujourd'hui considérée comme une composante importante de la politique économique nationale. Elle est au centre des politiques de promotion, d'aménagement et de développement. Elle accroît la capacité d'attirer des IDE, de pérenniser leur installation, de capter leurs retombées positives et d'en faire profiter les entreprises et les ménages au niveau national. Je ne saurais alors clore mon propos sans rendre un vibrant hommage mérité au chef de l'État, dont la politique de paix et de sécurité rassure davantage les investisseurs.
Le rapport de la CNUSED va d'abord recenser les facteurs de compétitivité du Togo et son potentiel en termes d'attraction des investissements directs étrangers. Il proposera ensuite une stratégie de promotion de ces investissements avec un accent particulier sur l'investissement local. Une meilleure répartition géographique de ces investissements sera également prise en compte. Le secteur du karité sera au cœur d'une conférence internationale que le Togo va abriter du 6 au 8 juin 2022. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir est placé sous le thème « Cultiver l'avenir, renforcer la résilience et la restauration ». Des formations techniques sur les exigences d'exportation pour les marchés internationaux seront également au menu. Ulricha Mega. Pour la consommation domestique, de 2006 à 2015, la consommation du karité au plan international est ascendante. 90% de la matière ont été consommées par les industries de chocolat et 10% par les industries cosmétiques. La demande de plus en plus forte ces dernières années pour des secteurs alimentaires et autres annonce un risque de pénurie si rien n'est fait d'ici à 2039. L'édition 2022 de la conférence internationale de karité mesure les enjeux, se positionne par rapport aux défis. Il faut travailler à assurer l'avenir. Il faut travailler à la résilience. Nous devons restaurer parce que la filière a souffert, l'industrie a souffert. Nous devons travailler à restaurer cette industrie pour qu'elle soit davantage forte et qu'elle soit davantage utile pour nos pays. À la base de toute la chaîne de la filière karité, une pléthore de femmes rurales à la manœuvre. Elles sont plus de 4 millions à faire fonctionner le secteur. Leurs préoccupations vont être au premier plan de cette conférence. Comment nous pouvons mobiliser davantage de ressources pour continuer à soutenir l'organisation des femmes à la base. Elles tirent profit directement de la collecte des noix. Si nous allons faire en sorte que dans les années à venir, elles n'aient plus à parcourir des distances de plus en plus longues pour réaliser leur activité, parce que nous allons protéger les parcs et nous allons planter des arbres à karité à proximité de leur lieu d'habitation. Plus de 500 participants de 30 pays sont attendus à ce grand rendez-vous du karité au Togo. En ligne de mire, la redynamisation de l'industrie de karité, une filière qui contribue fortement à la croissance économique en Afrique. Le Parlement de la CEDEAO tient à Lomé une rencontre sur les modalités de mise en œuvre pratique des articles 9 et 11 de l'acte additionnel du Parlement relatif à l'examen des rapports d'audit de la communauté. C'est la deuxième vice-présidente de la représentation nationale qui a ouvert les travaux. Christine Pétiaki-Aloudé. La bonne gouvernance exige des institutions crédibles et transparentes. Illustration faite par les articles 9 et 11 de l'acte additionnel du Parlement de la CEDEAO relatif à l'examen des rapports d'audit qui oblige les institutions et agences à présenter leurs rapports à la fin de chaque exercice. L'organisation communautaire donne l'occasion aux représentants des populations de l'espace de mieux comprendre et bien traduire dans les faits les 10 articles. À la fin de l'exécution de chaque projet, de chaque budget, il y a ce que nous appelons la loi de règlement. Donc c'est dans ce cadre que nous avons institué à travers les chefs de l'État ce mécanisme pour pouvoir connaître des rapports d'audit des différents organes et institutions de la communauté. Depuis près de, 8 ans que nous avons eu le renforcement de ces prérogatives, c'est la première fois que nous essayons de voir les voies et moyens de mise en œuvre de ces articles. C'est la deuxième vice-présidente qui a, au nom de la présidente de l'Assemblée nationale, ouvert cette rencontre de Lomé. Les sujets à l'agenda contribuent à renforcer la résilience de leur institution commune. L'exigence d'une implication et d'une saisine obligatoire du Parlement sur le fondement des articles 9 et 11 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO est un critère matériel de validation des politiques et programmes communautaires. Les communications durant cette réunion délocalisée mettront certainement l'accent sur l'importance de l'intervention des parlementaires dans la promotion de la transparence et de la reddition des comptes, eu égard aux ressources de la communauté.
Nous pourrons aussi réfléchir sur la nécessité pour le Parlement de la CEDEAO, en se fondant toujours sur l'acte additionnel, de se positionner comme une force de soutien au président et aux chefs d'État et de gouvernement à lutter efficacement contre l'insécurité et les menaces de tout genre qui secouent actuellement notre sous-région. Le Parlement du Togo, pour sa part, continuera de proposer des pistes de solutions et de soutenir les actions de développement et de paix du président de la République, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé. La CEDEAO veut se mettre à l'abri de la fraude, aller vers plus de transparence dans l'exécution des projets et programmes pour une CEDEAO des nations. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigodi Tchegan, informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Partons maintenant au Mali. Le pays a annoncé dimanche soir son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali quitte le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. Pour le gouvernement militaire de transition, l'organisation est instrumentalisée par l'extérieur. Lors d'une allocution télévisée, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a tout de même annoncé conserver les relations bilatérales avec les pays du G5 Sahel. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. À l'origine des différends entre le Mali et le G5, en février 2022, l'organisation devait tenir une conférence à Bamako afin de consacrer le début de la présidence malienne. Mais près d'un trimestre après le terme indiqué, cette conférence ne s'est jamais tenue, a indiqué un communiqué du gouvernement malien. Le G5 est réduit à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. En bref, au moins 40 morts dans des attaques djihadistes au Burkina Faso, une quarantaine de supplétifs de l'armée et de civils décédés suite à 3 attaques menées par des djihadistes présumés dans le nord et l'est du pays. En France, Elisabeth Borne est nommée première ministre par le président Emmanuel Macron, la nouvelle locataire de Matignon, qui devient de ce fait chef de la majorité présidentielle, aura à charge de la mener à la victoire lors des élections législatives qui auront lieu dans un mois. Elle est là depuis le début. Dès 2017, elle grimpe déjà les marches de Matignon. 5 ans plus tard, Elisabeth Borne est la femme de consensus qu'a choisi Emmanuel Macron. Technocrate appréciée pour son habileté technique, marchera-t-elle dans les pas de son prédécesseur? Vous voulez faire quoi après? Je sais pas, je pense pas que ce soit un sujet qui passionne les Français. Si, bien sûr. Mais en tout cas, vous voulez faire quoi? On est sur Quel sera votre travail après? On est sur des sujets qui sont très importants quand on s'occupe effectivement de permettre à des demandeurs d'emploi de retrouver un travail, quand on s'occupe de permettre à des jeunes d'arriver plus vite sur le marché du travail. Je pense que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et pourtant, le sujet passionnait déjà les chaînes d'information. Diplômée de l'école polytechnique, elle débute sa vie professionnelle en tant qu'ingénieure, mais se tourne rapidement vers la politique et le Parti socialiste, aux côtés de Lionel Jospin dans les années 90, puis de Jack Lang. En 2014, sous le gouvernement Hollande, Ségolène Royal la nomme directrice de cabinet. Mais un an plus tard, elle fait ses valises et prend la direction de la RATP. Après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, elle passera par 3 ministères différents. Les transports, la transition écologique en 2019
et le travail en 2020. Son CV coche donc de nombreuses cases, si ce n'est d'avoir été élue. Elle s'apprête seulement à faire son baptême électoral. Investie par LREM dans le Calvados pour les législatives, elle devra mener un double challenge. Gagner la confiance de ses électeurs, mais aussi celle de l'Assemblée nationale. Revenons au Togo avec ces communiqués du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Un cas de poliomyélite a été confirmé le vendredi 13 mai 2022 dans le district de Loti. Il s'agit d'un garçon de 3 ans et demi non vacciné. Les investigations sont en cours dans la communauté pour la recherche d'éventuels cas. La poliomyélite est une maladie contagieuse très grave mais évitable par la vaccination. Elle touche majoritairement les enfants non ou incomplètement vaccinés et se transmet par voie orofécale lors de l'ingestion d'eau, d'aliments ou d'aérosols souillés. Elle se manifeste par une paralysie d'un ou de plusieurs membres, accompagnée ou non de fièvre, de vomissements ou de douleurs musculaires. Face à cette situation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins a pris, entre autres dispositions, renforcement de la vaccination de routine contre la poliomyélite qui est disponible et gratuite dans les centres de vaccination sur l'ensemble du territoire. Sensibilisation de la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir devant des signes de suspicion. Prise en charge du cas confirmé. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins invite les populations à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Faire vacciner les enfants contre la poliomyélite, laver correctement les mains avec de l'eau saine et du savon ou de la cendre, surtout après les selles et avant de manger. Bien couvrir les aliments contre les mouches et la poussière. Laver correctement les fruits et les légumes avant de les manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les consommer. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les boire ou de les utiliser. Faire les besoins et jeter ceux de nos enfants dans les latrines. Éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Devant un enfant présentant une paralysie d'un ou plusieurs membres, amenez-le immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Et c'est signé professeur Moustapha Mijiawa. En ce qui concerne le Covid-19, à ce jour, lundi 16 mai 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 023, aucun nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 731, 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 19 et le nombre de décès est de 273. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le festival de cinéma de Lomé, la 9e édition du Festilom, a connu son apothéose ce samedi. Des prix d'excellence et de reconnaissance ont été décernés aux plus méritants, ceux qui se sont bien appliqués pour le succès de cet événement. Et nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, le magazine des sports avec Claude Ama à 22h30, Yata Aratem pour l'édition de nuit. Très belle soirée à vous et à très prochainement.